Bonjour à tous, bienvenue à cette table d'experts sur créer des contenus web à l'heure de l'IA. On va démarrer tout de suite. Alors, pour cette table ronde, j'ai avec moi deux experts. J'ai d'abord à ma gauche Eva Rogo, qui est productrice et fondatrice de la société Time to Dream Prod, et qui va donc nous expliquer, nous présenter sa société et nous expliquer évidemment ses pratiques IA à l'heure actuelle. Et puis à mes côtés, Aristote Douroudakis, qui est fondateur de la société Flow, donc prestataire immersif, mais aussi donc fondateur et associé de la société Avec ou Sans Vous Production, qui donc sur cette société fait de la production déléguée. Alors, il y a beaucoup de sujets IA. Celui-ci vient se rajouter à tous les autres avec pour objectif de faire un peu un point à date sur les pratiques que l'on peut avoir lorsque l'on est créateur ou producteur de contenu. Aujourd'hui, quels sont en tout cas les usages, les pratiques que l'on peut avoir? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Est-ce que c'est sans danger? Alors, vous avez déjà la réponse, évidemment. Donc, j'ai demandé à mes deux experts de bien vouloir, en tout cas, témoigner de leurs pratiques. Et moi, pour ma part, je suis avocate spécialisée en propriété intellectuelle dans le milieu, dans le secteur de l'image animée, donc c'est-à-dire pour des professionnels producteurs, créateurs ou agences qui ont pour activité de produire ou de créer des contenus visuels au sens large, que ce soit dans l'animation, dans la web création ou dans des secteurs plus traditionnels. Et évidemment, aujourd'hui, les questions juridiques liées à l'IA sont importantes, donc j'aborderai des aspects un peu plus juridiques. Tout de suite, pour démarrer, je dirais qu'il ne se passe pas une journée sans que l'on entende parler, bien évidemment, de l'IA et des conséquences qu'elle peut avoir sur nos pratiques professionnelles. Nous sommes en France, pays qui est membre de l'Union européenne, et vous avez peut-être entendu parler du règlement sur l'intelligence artificielle, l'IA Act, qui a été adopté il y a 1 an et qui se met en place au fur et à mesure. Il sera définitivement, en tout cas dans toutes ses facettes, applicable à partir de l'année prochaine. Et pour les créateurs de contenu, il y a des règles à appliquer, qui s'appliquent à tout, on va dire, éditeur ou déployeur d'outils d'intelligence artificielle. Parmi les règles les plus importantes, ce sont celles de transparence des usages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il n'est pas interdit d'utiliser certains types d'outils IA. Certains peuvent être interdits ou en tout cas plus sévèrement contrôlés. Mais pour la création au sens large, il n'est pas du tout interdit d'utiliser des outils IA pour autant que l'on soit transparent. Donc, j'ai demandé à Aristote et à Eva de bien vouloir m'expliquer comment eux, dans leur pratique professionnelle, ils utilisent ces outils et quelles sont, on va dire, leurs recommandations ou leurs précautions. Alors, pour commencer, Eva, toi, tu es productrice. Oui. Ton travail de productrice consiste à trouver des projets, les développer, c'est-à-dire les faire écrire, trouver des partenaires financiers et ensuite de les mettre en production. Est-ce que déjà, première question, je suppose que oui, tu as adopté une démarche plutôt pro-usage d'outils d'intelligence artificielle. Quels sont ces outils aussi? Ça peut être intéressant d'avoir une idée. Et comment tu décides, comment tu fais tes choix et ensuite comment tes partenaires aussi en tout cas, est-ce que tu les informes? Comment tu les informes? Et quelles sont leurs réactions? Ok, large question. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, aujourd'hui, l'IA, effectivement, je m'en sers tous les jours. Je m'en sers à plein d'endroits, pour plein de raisons, mais toujours avec beaucoup d'attention à la manière dont j'utilise. J'utilise déjà dans la partie production, toute la partie comptabilité, gestion. Je travaille sur des workflows qui me permettent de gérer tous ces éléments-là de la production avec des agents.
des agents IA qui me permettent de gagner du temps, parce que mon objectif là-dessus, c'est pas ce que je préfère. Moi, j'ai une petite société de production. Ça prend du temps et moi, je préfère passer du temps avec les auteurs, les réalisateurs, sur les différents projets, à parler du fond des projets, plutôt que sur ces parties-là. Donc, j'utilise des workflows d'IA sur cette partie purement gestion, comptabilité. Et je travaille aussi sur... en tout cas, j'ai des réflexions. Je n'ai pas encore mis en place les choses sur l'usage de l'IA, sur toute la partie un peu pré-prod, tout ce qui peut être facilité et qui permet de gagner du temps, de garder du temps, surtout pour la relation humaine, les échanges, tout ce qui a vraiment de la valeur relationnelle. Je m'en sers aussi dans la partie production pure et dans on va dire la synthèse des fiches de lecture. C'est-à-dire que moi, je lis toujours les scénarios ou les notes qu'on m'envoie. Par contre, pour rédiger quelque chose de synthétique, je les passe au filtre de l'IA. Et pour ça, j'utilise des outils qui sont calibrés pour ne pas avoir des données qui sortent à l'extérieur, soit qui fonctionnent juste sur... une base propriétaire. Ouais, d'accord. exactement. Déjà, première chose, effectivement, ça, c'est une précaution que tu prends. Tu vas pas sur des outils grand public, on va dire. Alors, je peux, mais par contre, ils sont calibrés pour ne pas Alors, quand tu alimenter la machine. Calibré, c'est-à-dire en fait, tu vas les paramétrer. Paramétrer. Exactement, de manière à ce que l'IA n'utilise pas ce qu'on met dans la machine pour alimenter l'ensemble du dispositif de l'algorithme. En termes de création, d'écriture, par exemple, est-ce que... Alors, c'est pas toi qui écris, mais tu vas engager des auteurs. Déjà, est-ce que, première chose, tes auteurs sont plutôt à écrire avec des outils d'IA ou ils écrivent encore, on va dire, à l'ancienne est-ce qu'il y a des discussions que vous pouvez avoir autour de ces questions d'usage et d'utilisation? Alors, il y en a toujours. On va dire que ça dépend des auteurs. Mais tu vois, ce matin, j'étais justement avant de venir avec 3 auteurs avec lesquels je travaille. Et on a eu cette discussion sur l'IA, puisque eux utilisent l'IA avec différents outils. Ce qui m'explique fréquemment, c'est qu'ils l'utilisent pour tester des idées. C'est-à-dire c'est comme s'ils avaient une autre personne qui interagissait avec eux et qui leur disait ton idée, ouais, ça va pas, je comprends pas. Enfin voilà, ils l'utilisent beaucoup comme ça dans une démarche d'écriture. Ils l'utilisent aussi beaucoup pour aller chercher des références, des notes. Ce matin, on réfléchissait à des faits qui pouvaient être intéressants d'intégrer dans le projet. Et il y en a un qui a spontanément dit il suffit d'aller... on va aller sur un des outils d'IA et puis il va nous faire une liste et on va voir là-dedans, on va aller pouvoir creuser différents aspects. Donc, les auteurs... En tout cas, moi, ceux avec lesquels je travaille sont de plus en plus nombreux à l'utiliser, pas pour écrire, mais vraiment pour aller pousser leurs idées, pour aller réfléchir à ce qu'ils pourraient intégrer, voir aussi la manière dont on passe leur scénario au filtre de personas. On m'a, par exemple, parlé d'un outil ce matin que je ne connaissais pas, donc que j'irai tester après cette conférence, mais qui a mis en place des personas de script doctor qui vont chacun un prisme qui est connu et ils vont lui passer au prisme de chacun de ces script doctors pour améliorer leur scénario, voir les failles qu'il y a dans leur scénario, par exemple, notamment quand il y a besoin d'avoir des cliffhangers à certains endroits, etc. Ils vont utiliser ça. D'accord, donc en fait, tu as des auteurs augmentés, on va dire, aujourd'hui, qui sont plutôt exactement favorables. Alors, dans la relation contractuelle, comment ça se passe? Est-ce que vous avez une discussion? Alors, petit point juridique, on va dire. À l'heure actuelle, en tout cas en France, le mot d'ordre qui a été donné par les sociétés de gestion collective des auteurs et que les producteurs en général appliquent, c'est qu'effectivement un auteur peut faire le choix d'utiliser un outil d'IA pour augmenter pour son activité, mais le producteur ne peut pas l'imposer. Et donc, les contrats doivent contenir des clauses dans lesquelles, effectivement, il est rappelé cette règle. Est-ce que, donc, toi, tu as déjà vécu une situation comme celle-là d'un auteur qui refuse ou alors ce sont tes auteurs qui t'en parlent? Comment vous en parlez? C'est naturel
C'est deux. Moi, j'impose jamais parce que je considère que la créativité, elle doit venir de l'auteur. Après, c'est ma vision. Il y a peut-être d'autres sociétés qui voient différemment, mais pour moi, c'est l'auteur qui a quand même, on va dire, la base, l'initiation de l'idée et une manière de la concevoir. Mais eux, spontanément, me le disent, en fait. Me disent, moi, j'utilise pas. J'ai pas envie, ou au contraire, j'en ai besoin, ça m'aide. Dans les 3 auteurs qui étaient avec moi ce matin, il y en a 2 qui l'utilisent et la troisième qui disait, faut que j'arrive à m'y mettre parce que je pense que ça va m'être utile, mais qui aujourd'hui n'est pas forcément une utilisatrice. Moi, je suis jamais dans la démarche d'aller imposer en fait à un auteur d'utiliser l'IA pour écrire. Après, moi, je peux l'utiliser de mon côté. D'accord. Et alors, du coup, tes auteurs, s'ils sont partants, on va dire, pour le faire, est-ce qu'aujourd'hui, toi, alors, le type de programme que tu vas développer et produire peut être déjà financé par des partenaires, comme il peut ne pas l'être. Donc, j'ai envie de dire, pas de financement grande indépendance, on fait ce qu'on veut. Mais s'il y a un financement d'un partenaire, un diffuseur ou un commanditaire, quel qu'il soit, toi, ta réaction, ça sera de le prévenir en amont ou d'attendre un peu plus on va dire, le scénario ou l'écriture soit réalisée, enfin soit en tout cas finalisée pour l'informer. Quels sont aussi les retours que tes commanditaires peuvent te faire? Est-ce qu'ils te disent moi je veux être informé ou pas du tout? Alors ça dépend déjà. Globalement, tout le monde a envie un peu de savoir quand même pour éviter d'avoir derrière un procès éventuel sur le sujet. Donc c'est toujours un sujet. Moi, je vais prévenir le diffuseur en question en fonction de l'usage qui a été fait de l'IA. C'est-à-dire que si effectivement il y a toute une partie qui est écrite par l'IA, ce qui n'est pas le cas de ce que moi aujourd'hui j'observe, mais si ce cas se présentait, je le dirais dès le départ au diffuseur parce que ça me paraît important d'être très transparent là-dessus. D'accord. A contrario, s'ils l'utilisent pour se ping-ponger et améliorer leur version, je le dirais pas forcément. D'abord parce qu'ils me le diraient pas forcément. Il y en a qui le disent et puis il y en a qui ne le disent pas. Pour l'instant, j'ai eu que des gens qui me l'ont dit, mais j'imagine que ça peut arriver que des gens soient pas transparents. Donc déjà, rien que pour ça. Mais en plus, parce que le fait de l'utiliser pour s'augmenter me paraît pas aussi grave que le fait de l'utiliser pour tout écrire. Après, j'ai peut-être tort, mais en tout cas, c'est ta vision. C'est ta vision. Alors, juste aussi pour faire un point, aujourd'hui, côté, on va dire, diffuseur ou plateforme, alors, à ma connaissance, peut-être que j'en oublie, mais il n'y a qu'une seule plateforme qui a officiellement cet été pris des lignes directives ou directrices sur les usages de l'IA. C'est Netflix qui a donc publié un guide à l'usage ou en tout cas l'attention des producteurs qui travaillent avec la plateforme, guide ligne directrice plus exactement, dans lesquelles effectivement la plateforme indique quels sont les cas d'usage d'IA qui sont autorisés sans avoir besoin en tout cas de demander un accord préalable de la plateforme, simplement de l'informer, et puis quels sont les cas d'usage dans lesquels effectivement là pour le coup un accord préalable de la plateforme est nécessaire. Donc on peut tout à fait imaginer que d'ici 1 an, lorsque ce règlement va être complètement applicable, on va avoir un ensemble de diffuseurs ou de commanditaires qui vont avoir en tête aussi ce système de informer ou demander un consentement préalable. Alors dans la différence, on va dire, c'est que la différence en tout cas entre l'information et la demande d'accord préalable, bien évidemment, par exemple, au stade de l'écriture ou de la conception, de l'idéation d'un projet, comme on dit aujourd'hui, on est plutôt sur tout ce qui est de l'ordre de travaux préparatoires, comme des mood boards, des travaux d'écriture effectivement préliminaires. A priori, un diffuseur, ou en tout cas la plateforme, accepte que ce soit fait sans forcément demander son accord préalable. Mais à partir du moment où ce travail va être utilisé, va devenir ce qu'ils appellent un livrable, eh bien effectivement, il y a une demande d'information, de consentement préalable à faire. Donc toi, concrètement, est-ce que tu penses que c'est facile de distinguer? Parce que quand on crée une série, un programme, que ce soit pour le web ou même pour une plateforme non linéaire,
on part dans tous les sens quand on écrit, et puis il y a des textes qu'on retient, d'autres que l'on va jeter. Donc, est-ce que ça te semble être une pratique facile à mettre en œuvre, ou bien ça va atteindre à un moment une limite, parce que entre demander toujours l'accord préalable, ce qui n'est pas simple, et simplement informer, plus léger, on va dire, ça peut avoir des répercussions sur ton activité. Alors, principalement pour ce qui est sur les plateformes et les diffuseurs linéaires ou non linéaires, mais en tout cas hors cinéma, ça peut être compliqué parfois. On peut se retrouver dans des situations où on n'a pas, par exemple, on travaille sur un projet, on n'a pas encore le diffuseur et on a déjà commencé à développer pas mal et on a utilisé de l'IA pour tout un tas de sujets. Quand on va voir le diffuseur, on va être obligé de l'informer, voire de lui dire. Après, le consentement, on ne l'aura pas eu en amont, puisqu'on n'a pas vu le diffuseur en amont, on ne l'a pas signé en amont. Donc, dans ces cas-là, ça me paraît plus compliqué. Dans le reste, ça va nécessiter aussi pour les sociétés de production de bien tracer ce qui est fait. Ce qui n'est pas toujours facile, comme je disais tout à l'heure, parce que parfois, on ne sait pas, notamment au niveau de l'écriture, la manière dont c'est utilisé. Donc, je pense que ça va faire partie des aménagements qu'il va y avoir dans l'année qui vient sur la manière de travailler. Et c'est plus simple après sur la partie plus production. Parce que quand on rentre en production, généralement, on a déjà le diffuseur. Donc là, c'est un échange au préalable avec le diffuseur sur ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Moi, par exemple, l'IA, je l'ai utilisé dans un court-métrage avec une réalisatrice. On avait monté un film et en fait, on a dû le remonter. Et au moment du remontage, il nous manquait 3 secondes à un endroit de voix du comédien et il devait dire une petite phrase qui manquait un peu. Et donc à ce titre-là, on a dû utiliser l'IA parce que le comédien était aux Pays-Bas, il venait pour 3 secondes, c'était pas possible, enfin voilà, ça marchait pas. Donc on a demandé à tout le monde s'ils étaient OK avec le fait d'utiliser l'IA pour ces 3 secondes qui manquaient. Et donc on l'a injecté comme ça dans le film. C'est très transparent parce que c'est vraiment une toute petite partie, donc transparent pour le spectateur, mais aussi transparent avec tous ceux avec lesquels. Alors transparence justement, donc transparence, donc le comédien était d'accord, parce que donc ça effectivement, point très important, hein, on ne peut pas faire d'usage de la voix d'un comédien, en tout cas de réutilisation comme vous l'avez fait, enfin comme tu l'as fait, sans l'accord de la personne en question. Mais également avec l'accord, on va dire, de l'ensemble des partenaires. Et donc, du coup, quand le court-métrage est diffusé, on sait qu'il y a eu quelque chose ou pas? Non. Alors, on ne l'a pas mis. D'accord. On ne l'a pas intégré à aucun endroit, parce qu'en plus, c'est vraiment c'est tout petit. Oui. Donc, si la séquence avait été plus longue, on se serait posé la question différemment, je pense. D'accord. Là, c'est vraiment un tout petit raccord qu'on a fait à un moment du film. Mais voilà, qui était plus simple à faire comme ça. La réalisatrice, c'est elle qui l'a proposé. Donc voilà, tout le monde était OK. Tout le monde était d'accord. Ouais. Ok. Est-ce que... Alors, je vais passer la parole à Aristote. Toi, tu es à la fois producteur délégué et aussi dans la production, on va dire, d'effets spéciaux, d'effets de post-production, pardon. Tu fais aussi un usage de l'IA à plusieurs titres. Quels sont les types d'usages, de cas concrets que vous avez et comment vous procédez, on va dire, dans tes deux sociétés pour décider si oui ou non vous abandonnez un outil ou bien si l'outil est sécurisé ou pas. Est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée là-dessus ou est-ce que c'est un peu, je dirais, une démarche dite empirique au sens où le cas de figure fait l'usage, on va dire, hein, la situation fait l'usage. Pour répondre à ça, dans l'absolu, en fait, on se rappelle c'est quoi notre métier de production. Notre métier de production, c'est de porter des idées à l'image, des idées qui méritent d'aller plus loin que le simple papier. Et à ce moment-là, tant qu'on n'impose pas quelque chose, on n'a pas de problème. En fait, il y a une réflexion, on n'a pas envie de gâcher le travail de quelqu'un ou d'imposer une nouvelle manière de faire. De la même manière qu'à l'époque, on n'imposait pas tel logiciel ou tel logiciel pour fabriquer un contenu, si on ne va pas imposer l'IA pour fabriquer un contenu. Maintenant, dans notre quotidien, on a de l'IA.
on a énormément, on a énormément de convictions sur tout ce qui est écologie et le respect des droits d'auteur. Pour cela, sur le même principe qu'Eva, on travaille beaucoup avec des scénarios, des dossiers, avec des tâches un peu simples, mais par exemple, ce matin, j'avais un contrat de 40 pages. Je cherchais une mention spécifique que je savais qui était dans le contrat, mais j'avais besoin de vérifier quelque chose et je ne savais pas où elle était exactement. Donc plutôt que de tout relire, T'as appelé ton avocat. j'aurais pu. Je l'ai récupéré de mon avocate. J'ai demandé à mon LLM. En fait, la manière dont on a fonctionné, c'est qu'on a un logiciel qui s'appelle LM Studio, qui fonctionne en local sur la machine, sur laquelle on fait appel à un modèle open source. Alors, je mettrai une parenthèse un instant, c'est que modèle open source, ça ne veut pas dire que ça veut juste dire qu'il est accessible au plus grand nombre sans rétribution financière. Et encore, il y a plusieurs niveaux d'open source, mais ça ne veut pas dire qu'on contrôle tout ce qui est servi à l'entraînement. Donc, le modèle en lui-même, qui est un modèle de Stable Diffusion mélangé avec un OpenAI, dit bien qu'il respecte le droit d'auteur. Dans la vérité véritable, on ne sait pas. Donc, on travaille là-dessus, mais en tout cas, la chose dont on est content, c'est qu'on travaille en local. Et ça veut dire que tout ce qui rentre, on sait exactement ce que c'est. En tout cas, tous les nouveaux éléments qui rentrent, on sait nous qui les avons mis. Et tout ce qui sort, il n'y a rien qui sort dans l'absolu, à part de notre ordinateur, parce que c'est en local, sur notre machine, et il n'y a pas de connexion à Internet. Ça rejoint ce que disait Eva sur le paramétrage que tu fais, qui est donc, en tout cas, donc, mais quelque part, c'est une censure ou une autocensure un peu, non? Enfin, c'est une protection. Je provoque un peu, mais ça dépend comment on le voit. Moi, je le vois pas comme une censure, je vois comme tu disais, comme une protection, parce que je rejoins ce point sur le respect du droit d'auteur et la nécessité de faire attention à ça. Et pour moi, c'est indispensable en fait en termes de valeur même intrinsèque de garantir quelque chose qui est traçable. De la même manière que j'aurais pas envie que mon auteur, mon autrice mette son scénario à disposition sur un forum pour poser des questions, qu'est-ce que vous en pensez, on en discute tous ensemble, parce qu'il y a quand même une plus-value à le garder jusqu'à la fin. Je respecte son travail également. Et je ne veux pas mettre ces informations, surtout que là je parlais d'un contrat, c'est des informations légales, sous RGPD, que je ne peux pas diffuser comme j'ai envie, dont pour l'instant les modèles nous disent, les modèles grand public, ChatGPT, Mistral et bien d'autres, nous disent vous inquiétez pas, on garde vos données jusqu'au moment où on apprend quelques mois plus tard qu'en fait les données ont servi à l'entraînement. En attendant qu'on puisse vraiment cadrer cette confiance-là, je préfère. Alors, il y a des désavantages à avoir quelque chose en local. C'est un peu moins rapide, c'est un peu moins performant. Alors, voilà, c'est ça que je voulais effectivement. Explique-nous en quoi c'est un petit peu moins rapide ou un petit peu moins performant. La différence, elle est un peu simple. Moi, je suis une petite boîte de production. Je ne suis pas Google ou OpenAI qui lèvent des milliards d'euros. Donc, je n'ai pas des fermes à calcul, en particulier des fermes à GPU. J'ai 3 GPU spécialisés dans l'intelligence artificielle et encore ça c'était un investissement de notre part. GPU peut-être c'est des cartes graphiques, c'est actuellement ce sur quoi les modèles utilisent pour fonctionner. Un ordinateur il va calculer sur 2 choses principalement, le CPU et le GPU. Les modèles d'IA eux ça sera surtout le GPU. Donc ces cartes graphiques là on a un petit serveur qui nous convient très bien, dans lequel on a à la fois toutes les données des projets, mais aussi ces 3 petits serveurs qui nous permettent de calculer nos besoins. D'accord, donc ça c'est du local. Ça c'est du local. Et c'est ça que tu utilises pour, en tout cas, on va dire de manière sécurisée, en tout cas pour toi, suffisamment sécurisée. Tu disais que tu utilisais quand même des modèles open source. Oui, justement, en fait, le modèle qui travaille sur ce serveur en local, c'est un modèle open source. Parce qu'encore une fois, je n'ai pas la force de partir de zéro, de créer un modèle à partir des trillions de données qui sont sur Internet. Il y a des gens qui l'ont déjà fait. Théoriquement, quand on se base sur des modèles comme Stable Diffusion, ils disent c'est basé sur tout ce qui est lui-même open source sur Internet, donc accessible gratuitement et réutilisable avec les droits d'auteur. Il y a quand même beaucoup d'archives. Wikipédia est construit ainsi. Mais moi, j'y crois pas. Enfin, on sait que par exemple, OpenAI a eu accès à la banque de données d'archives qui, à la base, ont le droit d'être utilisées pour la recherche, parce qu'à l'époque, OpenAI était une boîte de recherche. Et finalement, c'est devenu une boîte à but lucratif. Mais ils ont quand même gardé le fruit de ce pompage de données.
Donc, Le fait d'être en open source n'est pas une garantie. Hein, voilà, peut-être Oui. que ça, c'est un point. Le fait d'être en open, enfin, d'utiliser en tout cas des bases open source n'est pas une garantie que ce soit des contenus complètement sécurisés. Donc, vous travaillez quand même toujours un petit peu dangereusement. Mais en tout cas, le niveau de danger, vous essayez de le baisser au maximum. oui, puis comme on l'a expliqué, je pense que pour l'instant, on est sur des petites choses qui, je pense, n'impactent pas la finalité d'un projet dans laquelle on pourrait remettre en question toute la créativité, toutes les dizaines de personnes qui ont travaillé en amont pour produire ce projet-là. Pour l'instant, l'IA, qu'elle soit d'ailleurs technique ou générative, par exemple, quand on va rechercher juste une information dans un contrat, j'appelle pas ça une IA générative. Par contre, ça nous est aussi arrivé sur un clip, par exemple, on avait besoin d'un background peint à la main et on était déjà à la fin du projet et on n'avait pas le budget qu'on avait déjà dépassé pour le faire. On s'est dit, sur un background en plus, même s'il apparaissait longtemps, il n'avait pas une plus-value vis-à-vis de l'image. On était sur de la stop motion, on avait 3 artistes qui avaient travaillé pendant 6 mois à faire bouger des puppets. On s'est dit que l'intérêt n'était pas du tout là-dessus. De toute façon, en plus derrière, il y avait à avoir du compositing, une partie du background allait être floutée. Donc dans toute cette partie-là, on s'est dit, bon, cherchons une solution qui peut nous aller. On a généré une image, toujours sur notre modèle open source, toujours en sachant que tout le monde est au courant, que ce soit les réalisateurs, la personne qui a fait le compositing, mais nous en tant que production. Et à ce moment-là, on a généré cette image-là et on l'a intégrée dans le film. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, mais on pourrait la questionner, hein, mais en tout cas, de ce point de vue-là, pour l'instant, on considère que l'usage n'est pas assez impactant sur la finalité du film pour que ça nous implique contractuellement. Et pour revenir, alors merci, pour revenir à cette image, est-ce que tu as eu l'impression qu'elle était satisfaisante dans son résultat ou bien est-ce qu'il a fallu la retravailler, intervenir beaucoup pour avoir une image qui vous donnait une pleine satisfaction? Est-ce que tu penses que les outils qui existent aujourd'hui, parce que tous les jours on a des annonces de nouveaux outils, alors c'est la course, hein, on va dire, donc on est un peu même perdu. Et vous, comment vous fonctionnez? Vous avez trouvé, on va dire, un outil qui fonctionne bien et vous vous y attachez? Ou bien vous allez un petit peu à chaque fois qu'un nouvel outil sort ou qu'une nouvelle fonctionnalité qui sort, vous allez la tester. Par exemple, pour revenir à ce cas d'usage d'image. Alors, on a une pratique de l'IA qui est un peu, je pense, en tout cas, celle qui nous convient le mieux. C'est que la manière dont on l'a fait spécifiquement pour cette image-là, c'est-à-dire que les réalisateurs sont allés choper une référence sur Internet, au même titre que si on l'avait fait normalement, ils seraient allés dire ça, c'est notre inspiration. Ensuite, ils ont mis des annotations dessus en disant bah là, je voudrais que ça soit plus chargé en nuages parce que c'était en plus une image nuageuse avec un effet peinture coup de pinceau. Et en fait, on voudrait que le gradient soit un peu plus fort. Et donc, ils ont fait ces annotations-là. Donc, il y a eu quand même un travail créatif sur base de cette référence-là. Et ça, ensuite, nous, on s'est servi des annotations pour créer un prompt, un texte qui permet de diriger l'IA dans une direction. Et la première version était la bonne. Référence plus prompt, la première version était la bonne. Mais encore une fois, dans ce cas spécifique, l'IA finalement, l'image finale était en mouvement derrière ou dans le flou. Donc ça nous convenait. Par contre, sur la partie veille technologique, c'est un vrai questionnement. C'est-à-dire que là, il y a une course permanente à laquelle on ne veut pas rentrer. Donc, moi, quand je te parle des modèles qu'on utilise localement, c'est des modèles qui datent de fin 2024. En 2025, ouais, ça. Donc fin 2024. Donc on n'est clairement pas à jour sur les dernières technologies. Mais aussi parce qu'en fait, les derniers modèles qui sortent, ils demandent de racheter de la puissance de calcul et c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas. Je l'ai dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est il y a aussi la partie écologique. Et donc, par exemple, nos machines, elles ont... Oui, on calcule l'impact carbone qu'elles représentent. En tout cas, on calcule... nous, on a eu de la chance parce que ces cartes graphiques-là, on les a eu de seconde main. Donc déjà, on réduit notre impact carbone. Ensuite, on sait comment elles tournent. Elles tournent déjà de base parce qu'elles font fonctionner l'infrastructure générale. Donc, on connaît leur impact électrique au quotidien. Et on voit bien que quand on fait une demande IA, ce qui n'est pas H24, mais quand on fait des demandes IA, voire des demandes IA très lourdes, on voit le pic d'électricité monter. On peut a priori indiquer qu'on est autour d'un bon 35% en plus de la consommation électrique quand nous, on fait une demande. Donc, ça dure le temps que ça dure. Ça peut durer 1 minute comme plusieurs dizaines de minutes. Mais au moins, on a ce retour d'expérience-là. On a cette
précision-là. Ça, c'était important pour nous. Et par exemple, maintenant, le CNC demande à ce qu'on fasse des bilans carbone prévisionnels et définitifs. Et alors, même s'il n'y a pas cette donnée-là dans les calculateurs carbone actuellement sur place, on est capable, si jamais on nous le demande, de dire, en tout cas, sur ces utilisations d'IA, on a eu X pic et ça correspond à tant d'équivalent carbone. Tu as un bilan à faire en fait en fin de production pour le CNC dans lequel tu dois indiquer effectivement. Mais pour l'instant, il n'y a pas la part de l'IA. D'accord. Mais si Ça jamais, viendra. c'est fort probable que ça vienne, même si c'est très très difficile à calculer parce que justement, comme ça part par des logiciels SaaS, donc cloud service, Externalisé. là, même les gens qui utilisent par exemple des adresses mail Google, théoriquement, ils pourraient calculer leur impact carbone, mais Google ne fournit pas les informations, donc ils peuvent mettre que des chiffres à peu près. Théorique, d'accord. Oui, théorique. Oui, donc ça, c'est encore un autre débat. Donc, en cas d'usage, vous avez tendance à utiliser, alors j'ai envie de dire un peu aussi comme Eva, de manière, on va dire, raisonnable, l'IA. Est-ce qu'il y a quand même eu la tentation, on va dire, à un moment, de basculer sur un usage plus généralisé ou pour une production ou une création particulière, de faire un usage, on va dire, vraiment plus intense pour voir le résultat, ne serait-ce que pour cela? On a fait des tests non conclusifs, mais on a fait des tests. L'idée, c'était, on était en pleine production d'un court-métrage sur lequel on avait fait 50% des décors. Et faute de financement, on a coupé les 50% des décors et on attendait d'avoir les financements suivants pour avancer les 50% plus loin. Bien plus tard, la fin des décors, on va dire, elle s'est arrêtée en janvier. C'est qu'en juillet qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas chercher une solution alternative? Donc, ce qu'on savait, c'est qu'on avait 50% des décors qui étaient eux-mêmes basés sur des layouts. Donc, on s'est demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas entraîner un LoRa? Un LoRa, c'est une sorte de spécialisation d'un modèle dans lequel on lui dit, ça, c'est la base des layouts qui ont donné ces 50%-là de décors dont on sait qui ont été validés par la réal qui fonctionnent. Est-ce que tu es capable de reprendre les 50% des layouts restants et créer les décors? On a évidemment demandé à la réal. On a failli signer un contrat parce qu'on ne savait pas en fait si le test allait être concluant ou pas. Parce qu'on se disait, si jamais, en fait, il faut quand même... c'est-à-dire que là, on utilise le travail de la directrice de la déco et de toutes les personnes qui ont travaillé sur la déco. On a entraîné, spécialisé un modèle spécifiquement sur leur travail. Et au lieu de faire appel à eux et de les payer, on va faire les 50% sans eux. Bon, on n'en est pas arrivé à là. Mais il y avait cette réflexion-là qui était en cours. Et finalement, en fait, on n'était pas du tout satisfait du résultat. L'IA arrivait complètement à comprendre quelle forme et du coup quelle couleur et du coup quel trait appliquer. Mais on perdait en fait toute la finesse qu'apportait l'œil humain. Alors je dis pas que dans 5 ans on n'y arrivera pas. Je dis qu'en tout cas aujourd'hui avec notre test on n'y a pas réussi. Et du coup, finalement, on a attendu quelques mois avant d'avoir le financement et on est reparti en prod. La décision d'abandonner, de ne pas utiliser le résultat, c'est une décision qui a été prise collectivement, qui a été facile à prendre ou bien il y a eu débat quand même? Parce que est-ce que vous étiez tous d'accord que c'était pas conclusif? C'est avec mon directeur technique, on a fait le test, on a vu le résultat, on a fait c'est moche. C'est-à-dire vraiment, on aurait pu le mettre. D'accord. En fait, on aurait pu rabaisser tout le niveau des backgrounds précédents. On aurait pu avoir un film. Je pense que ça serait passé, mais c'était pas l'intention. Là, l'IA, je trouve qu'elle apporte une problématique autour du nivellement artistique vers le bas, et c'est pour l'instant pas quelque chose que je défends. Je trouve que les réseaux sociaux, le fait que ça soit hyper accessible et que c'est déjà d'actualité, mais en tout cas, c'est pas là-dessus qu'on voulait partir. Donc on a attendu d'avoir plus de financement et donc ça n'a pas été compliqué sur la diffusion. C'est-à-dire qu'on a montré une image à la réal pour lui dire ça n'a pas fonctionné, voilà le résultat. Elle a fait OK, fin de l'histoire. Oui, parce que la réalisatrice, qui est quand même, j'ai envie de dire, c'est son travail, c'est elle qui a ce final cut, ce principe de décision. On ne peut absolument rien faire sans son accord. Ah oui. Attention. Oui. Est-ce que toi, Eva, tu as eu aussi ce genre de situation où finalement tu t'es dit ça nivelle par le bas le résultat ou pas trop pour le moment Alors, pour l'instant, la question s'est pas forcément posée pour moi dans ce que je fais tous les jours. Après, elle s'est forcément posée
Dans la manière dont on l'utilise, moi j'ai beaucoup vu de projets faits par des réalisateurs IA, par exemple, sous l'IA. Et techniquement, il y a des choses qui sont assez pointues, hein, qui ressortent des usages. Alors, c'est souvent des réalisateurs qui utilisent plusieurs outils et qui les combinent en fait pour aller jusqu'au bout de leur production. Mais sur ces réalisateurs full IA, moi, ce que j'ai observé, en tout cas jusqu'à présent, je ne sais pas si ça va perdurer, c'est qu'il n'y a pas de narration. Donc, c'est très joli, propre techniquement, même souvent trop propre d'ailleurs techniquement. Mais on perd tout le sens de l'histoire, on ne sait pas ce qu'on veut nous raconter au final. Et je pense qu'il ne faut pas dissocier la narration de la technique. C'est-à-dire que la technique est hyper intéressante. On peut travailler sur des choses. Et moi, je considère qu'elle peut nous permettre de faire des choses qu'on ne pouvait pas forcément faire avant, même avec les effets spéciaux, d'aller plus loin et parfois un peu plus loin et plus vite, vu que ça avance. La technologie s'améliore très très vite. Par contre, il faut savoir à quel moment on l'utilise. Il y a eu cette histoire avec l'immeuble dans le film ou la série qui a été passée sur Netflix, sur lequel ils ont communiqué, qui est un immeuble qui se détruit, qu'on voit se détruire. Effectivement, s'il avait fallu le faire dans la vraie vie, le tourner, etc., peut-être que ça aurait été plus compliqué ou très cher ou très coûteux, ou il aurait fallu attendre un instant T pour pouvoir tourner ce truc-là dans une version très réaliste. Donc ça faisait sens de l'utiliser à cet endroit-là. Ils l'ont dit quelques mois après, mais enfin ils l'ont dit quand même. Donc il y a peut-être des plans sur lesquels ça peut être intéressant, mais moi je suis pas encore persuadée, en tout cas à titre personnel, qu'il faille l'utiliser sur tout. Je pense qu'il y a aussi des cadres dans lesquels ça peut être intéressant. On parlait des réseaux sociaux, pour des jeunes créateurs de contenu, ça peut être extrêmement intéressant de l'avoir à leurs mains. Ça peut leur permettre d'aller un peu plus loin dans leur création et même d'améliorer parfois leurs propositions. Dans ce qui est le cinéma, on est encore loin, la qualité de l'image, elle n'est pas du tout là, donc on a encore beaucoup de travail dans le cinéma pur. Dans l'audiovisuel, ça peut se questionner à part endroit. Je sais que TF1, par exemple, avait utilisé l'IA dans le même cadre que nous sur le court-métrage, c'est-à-dire qu'il leur manquait une petite séquence au moment du montage et donc pareil avec l'accord de l'ensemble des membres ils ont recréé cette petite séquence en documentaire aussi. En documentaire, ça peut être intéressant. Quelques exemples d'images qui ont été animées, on va dire, enfin d'images d'archives, pardon, qui ont été animées grâce à des outils d'IA pour permettre, on va dire, des transitions entre des scènes, enfin qui en tout cas pouvaient être plus active, il n'y a pas plus en fait. Voilà, un enjeu. Donc, alors, évidemment, ça semble des usages, on va dire, assez... qui ressemblent un peu aux usages on va dire, d'effets spéciaux ou d'effets techniques. Mais quelque part, si demain, il y avait plus de... Enfin, vous aviez un film sans budget, on va dire, que tu veux réaliser, produire impérativement, que vous voulez tous les deux produire impérativement et vous n'avez pas le budget, et vous avez à disposition des outils qui sont intéressants. Est-ce que vous iriez, en tout cas, au-delà de simples effets techniques ou autres? Est-ce que si les résultats étaient pertinents, on va dire, hein, bien sûr, comment vous le feriez Je dirais que ça dépend pourquoi. Moi, je crois pas, mais c'est ce que je disais il n'y a pas très longtemps. C'est OpenAI qui va produire un film d'animation full IA qui doit sortir à Cannes. Je suis curieuse de voir le résultat de ça. D'abord parce qu'ils le produisent dans un temps très court. C'est quand même, je crois que c'est quasiment 90 minutes, donc c'est quand même assez long. C'est de l'animation, donc il n'y a pas tout à fait les mêmes enjeux que dans la fiction, qui est ce que moi je fais. Mais il y a un sujet, et je suis très curieuse de l'accueil du public. Moi, je ne suis pas encore convaincue à 100% que le public est prêt à avoir 90 minutes de quelque chose fait sur du virtuel. Peut-être je me trompe, hein. En tout cas, ma conviction aujourd'hui, c'est que l'humain reste quand même important, à la fois dans les étapes de création, d'idéation, mais aussi dans ce qu'on a envie de voir à l'écran. Et on a plein de gens qui aujourd'hui sont fans de un tel ou de bidule et qui ont envie de les voir dans leur vraie vie et d'avoir une histoire qui va au-delà de l'histoire qu'ils voient à l'écran. Donc je suis pas 100% convaincue que ça n'existe pas. Ça existe, il y a déjà dans la publicité, ça se fait, hein.
Il y a des publicités qui sont créées en très très grosse partie, voire presque totalement par l'IA. Par IA. Mais pour moi, c'est pas le même impact que de raconter une histoire dans une série ou dans un film, où là, il y a besoin quand même d'ancrage humain. Après, moi, si j'ai pas de budget, je m'interdis pas de l'utiliser à certains endroits, mais j'aurais toujours besoin d'avoir de l'humain quand même dans ce dispositif et d'avoir la bonne partie de l'humain, celle qui est créative, pas forcément. Quand je dis bonne partie, c'est pas la technique pure, mais vraiment ce qu'on a, notre valeur ajoutée en tant qu'humain, qui est d'avoir des idées, de les mettre en réflexion, de les ping-ponger, de se dire ok, ça je trouve ça intéressant, j'ai envie de raconter ça avec cet angle, et de pas rentrer non plus dans une standardisation de ce qu'on va proposer. Parce que c'est le risque pour moi. Alors, oui, c'est ça. Le risque pour toi, on a parlé de nivellement par le bas. C'est la standardisation aussi. C'est une forme de standardisation, ouais. Alors, on l'a déjà dans les métiers. Aujourd'hui, il y a déjà une forme de standardisation qui n'est pas liée à l'IA. Il y a plein de standards, des manières de raconter les choses. On ne retrouve pas certaines choses qu'on faisait il y a 15, 20, 30 ans. Donc, il y a déjà un peu ça. Et c'est d'accentuer ça, comme je pense que c'est aussi le cas dans plein d'autres secteurs, autres que ceux que les nôtres, hein, que la production... dans l'éducation, c'est des sujets... Enfin, voilà, il y a plein d'autres sujets autour de l'IA. Mais moi, mon risque premier, c'est ça. C'est de me dire, est-ce qu'on ne va pas rentrer dans servir aux gens une forme de produit formaté qui est toujours un peu le même. Et au bout d'un moment, on va lasser notre audience. Et je pense qu'il faut en être aussi conscient. C'est-à-dire que les gens, au début, ils peuvent trouver ça très sympa. Il y a un peu le côté fun de c'est nouveau. Attends, je regarde ce que ça donne, etc. L'excitation du début. Mais quand ça fait 20 fois que tu vois un produit qui est un peu dans le même concept, je suis pas sûre que ça arrive à durer dans le temps. Et je suis pas sûre qu'on retrouve en face l'audience, même s'il y a peut-être des facilités, peut-être qu'il y a des gains de coût au final sur la fabrication, mais je suis pas sûre que ça serve l'audience et du coup ça sert pas les diffuseurs, par exemple, si on prend la télévision. Tu vois d'autres risques, toi, Aristote? Oui, en fait, bon, une première réponse que je me dis, c'est déjà, il y a un débat philosophique, auquel je ne donnerai pas la réponse, puis chacun se fera son avis, c'est est-ce que la finalité de l'art, c'est juste la finalité de l'art, ou est-ce que ce qui est important, c'est le travail qui va avec? Et c'est sûr que si derrière, on se dit on peut faire des films avec 3 personnes en une semaine et on arrive à faire des films qui vont au cinéma, est-ce qu'on trouvera ça aussi impressionnant que si on raconte l'histoire et le parcours d'un réalisateur qui s'est battu pour y arriver, de toute l'équipe technique, des conditions, de ce que ça implique en termes de prod, bref, c'est le tout, le tout. Mais voilà, chacun aura son avis là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur l'art moderne, justement, parce que ça réduit l'effort de fabrication, pas spécialement l'effort intellectuel. Donc ça, c'est une de mes premières réponses. La deuxième, c'est vrai qu'il y a une vraie standardisation, mais parce que du coup, quels sont les contenus qui sont les plus répandus sur Internet? C'est les Disney Pixar, c'est les Ghibli. Et du coup, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'utilisation majoritaire de l'IA accessible au grand public? C'est ces contenus-là. Donc c'est sûr que dès qu'on demande à une IA, même les dernières en date, on lui demande de générer de l'animation, la première chose qu'on va avoir, c'est du Disney Pixar. C'est assez simple là-dedans. Et maintenant, si on essaie de l'attendre, parce que ce qui fait la richesse de la France, c'est un peu une exception culturelle, hein, la France là-dedans, c'est qu'elle a énormément de niveaux artistiques et de différences artistiques qui vont à peu près dans tous les sens. Et c'est la richesse, et ce qui fait que la France est reconnue comme étant l'un des piliers de l'animation dans le monde. Est-ce que l'IA sera capable? Je pense que les gens qui arriveront à bien utiliser l'IA, c'est ceux qui arriveront à transformer l'IA pour qu'elle soit capable d'aller vers ces aspects artistiques, en tout cas de répondre à ces directions artistiques-là. Et enfin, j'ai envie de dire, c'est encore une fois, comme je l'ai dit au début, c'est pas à moi de décider, c'est ce que le réal veut prendre en main de l'IA. C'est-à-dire que j'ai complètement des réals qui changent complètement leur manière de penser, pas vis-à-vis de l'IA, hein, juste par rapport aux outils traditionnels, en se disant, ok, comment être astucieux vis-à-vis des contraintes financières. Mais c'est pas moi qui vais dire au réal, j'ai pas envie de te chercher de l'argent. En plus, en France, on a quand même beaucoup d'opportunités. Donc, je dis pas. Tu veux dire d'opportunités de financement? Trouver des financement. Je crois que la dernière fois que j'avais dans ma liste de Excel, j'ai plus de 80 guichets. Alors, tout n'est pas spécialement pour un truc précis, mais
quand même, on a des options. Et j'ai pas envie de me mettre dans la tête. Je vais mettre moins d'efforts à chercher des financements et à valoriser ton travail parce que je sais qu'il y a des outils qui sont moins chers. D'accord. Alors, donc, du coup, pour toi, ça reste un outil, en fait. Enfin, Oui, c'est un outil. c'est un outil, Mais c'est un hein. outil. Alors, quelles précautions vous prenez? Est-ce que vous en prenez des précautions d'ailleurs quand vous les utilisez? Est-ce qu'à un moment vous vous dites, parce qu'on dit aussi beaucoup et ce qui est tout à fait juste, hein, à l'heure actuelle, on n'a pas effectivement, on a évoqué tout à l'heure les bases open source, mais on n'a pas de certitude que toutes ces bases d'entraînement sont évidemment clean d'un point de vue juridique et on est évidemment loin d'avoir vu le bout de toutes les conséquences juridiques que ça peut avoir. Mais est-ce que vous, quand vous utilisez ces outils, vous vous dites à un moment ou à un autre, comment vous arbitrez? Est-ce qu'à un moment vous dites il y a un risque et je ne le fais pas? Alors toi, ta réponse était, je pense aussi peut-être Eva, de rester plutôt sur des choses locales ou propriétaires, mais peut-être qu'à un moment ou à un autre, vous tentez quand même d'autres outils, vous utilisez des outils grand public. Est-ce que c'est le cas d'ailleurs? Et d'ailleurs, quels sont vos outils favoris IA? Alors, moi, j'ai pas d'outils favoris parce que comme ça évolue beaucoup, généralement, je teste sur plusieurs outils en même temps pour voir un peu ce que ça donne et notamment dans la partie fiche de lecture. C'est hyper intéressant de voir ce qui ressort en fonction de l'IA qui lit le texte qu'on lui soumet. Après, il y a des choses, par exemple, que je ne soumets pas aux IA parce que soit des projets trop tôt, ouais, soit des projets qui peuvent avoir, en tout cas s'ils étaient interceptés quelque part pour une raison X ou Y, parce qu'on connaît mal l'IA et on ne sait pas très bien comment ils gèrent le projet, même si quand on regarde la conception globale de l'IA, pour qu'ils reprennent exactement le projet, qu'ils le recrachent, il faut quand même pas mal y aller. Faut vraiment que la personne elle écrive un prompt quasi équivalent à ce que moi je mets dedans. Donc le risque est relativement mitigé à cet endroit-là quand même. Mais il y a des projets quand ils sont trop tôt ou qu'il y a une spécificité qui est trop forte et que j'ai pas envie de me dire... et c'est plus psychologique que réellement technique, je pense. J'ai pas envie de me dire je le mets quelque part, même si je pense que c'est bon, mais quand même je suis pas certaine. Dans ces cas-là, ces projets-là, je les teste pas. D'accord. Et toi, Estot? Moi, j'évite. Je dis pas que je n'utilise pas des modèles grand public, mais j'évite au maximum. Déjà, et si je le fais, j'essaye d'aller vers le français Mistral. Mais il est moins bon, hein, je le dis. Hein. Ouais. On fait des tests équivalents. Il est vraiment moins bon. Il est vraiment moins bon. Parce que moi, j'ai un gros problème autour de la souveraineté. Et que pour moi, c'est très important de ne pas devenir dépendant des Américains ou des Chinois sur leurs outils. Souveraineté sous-entend utilisation d'un outil qui n'est pas, on va dire, basé sur une zone, on va dire, française ou européenne, et qui peut potentiellement, effectivement, utiliser des données qui ne sont pas clean, ou en tout cas qui sont aussi hébergées à l'étranger et qui peuvent ne pas être autant protégées que les nôtres. C'était Tout à fait, parce que si je dis pas de bêtises, aux États-Unis, tout ce qui est aux États-Unis peut être exploré par le gouvernement américain. Ce qui n'est pas le cas en Europe. Voilà. Donc, même si je pense pas qu'on ira vérifier quel scénario j'ai écrit, par principe, parce que je suis contre cette démarche-là, j'essaye de limiter au maximum tous les outils qui m'empêcheraient de garder ma souveraineté française européenne. D'accord. Donc, pas de liste, pas d'outils favoris. Vous testez tout, on va dire. Vous faites attention, voilà. En tout cas, dans la mesure du possible, même si cette précaution ou ces précautions sont, on va dire, sans sa certitude qu'elles soient suffisantes. Est-ce que vous gardez des traces aussi des prompts que vous faites? Est-ce que vous gardez des preuves, on va dire, aussi de ce que vous avez fait dans votre travail pour le cas où on viendrait vous demander de l'expliquer ou de le justifier? Non? Alors, oui et non. Non, parce que pas de manière structurée encore. Oui. Donc, je garde des choses, je garde ce que j'ai écrit, mais pas encore de manière assez structurée. C'est en train de se mettre en place, mais pour moi, ça va être
une des étapes aussi dans l'année qui vient d'intégrer un process plus clair sur l'usage. Quand vous y serez contraint peut-être par un peu plus, non? Non, c'est juste que pour moi, je suis encore dans une phase où il y a des choses que j'ai besoin de comprendre pour pouvoir bien savoir comment j'utilise et je fais ce tracking. Et j'ai pas encore tous les éléments, donc c'est plus une question d'appréhension globale de ce qui est important de conserver, de bien comprendre les tenants et les aboutissants, plus que de contraintes. Par défaut, je vais le faire de toute façon, mais c'est plus, j'ai mieux besoin de comprendre pour mieux savoir comment structurer ce que je garde et comment je le garde et quel est l'impact et comment je le transmets aussi. Aristote? Pareil, oui et non, c'est-à-dire que comme c'est un modèle en local, tout est sauvegardé. Tous les prompts sont sauvegardés même les paramètres, même pour nous, si on a envie de revenir sur une image qui a été créée, ou les historiques de discussion dans des points de JSON. Par contre, c'est absolument pas structuré. C'est-à-dire que pour aller rechercher quelque chose de précisément, c'est compliqué. Donc, si quelqu'un me les demande, je leur fournis un point zip, mais j'aurais du mal à leur donner quelque chose de précis. D'accord, ok. Bah écoutez, en tout cas, merci. Alors, il nous reste quelques minutes. Peut-être qu'on peut prendre des questions si dans la salle il y a des questions. Bonjour, merci pour votre intervention. Moi, j'avais une question par rapport à la conservation des prompts, parce que vous avez évoqué le fait que il fallait peut-être conserver quelque part les prompts pour pouvoir prouver que c'était bien nous qui l'avions prompté. J'ai cru voir qu'il y avait certaines IA qui permettaient de recréer les prompts à partir je dirais, de produits qui ont été créés ou de choses qui ont été créées. Et qu'est-ce que vous en pensez? Alors effectivement, il y a des IA qui permettent aussi de détecter les IA qui sont intervenues. Donc il y a une IA qui va corriger l'IA. Alors, très bien en tant qu'outil. En tout cas, si ça permet d'avoir une conservation authentique, qui est authentifiée. Parce qu'en fait, la difficulté qu'on peut avoir en matière de preuve ou de conservation, c'est que si effectivement il y a une discussion où il y a une preuve à rapporter, il faut que alors, tous les moyens de preuve sont acceptables à partir du moment où les sources sont licites. Donc, si un outil d'IA permet de conserver des prompts ou de les recréer, pourquoi pas, mais encore faut-il que ça soit effectivement authentifié ou que ça soit effectivement pas un faux prompt, c'est ça. Voilà, donc là on arrivera à la limite de l'exercice. Je pense qu'effectivement ça, vous êtes déjà en anticipation de décisions de justice ou de litiges qui interviendront dans quelques années. Alors, voilà, il y a d'autres questions. J'ai une question concernant les droits d'auteur. C'est quoi la démarche aujourd'hui? Je sais qu'aux États-Unis, il y a quelque chose qui est mis en place. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment et quel dialogue vous avez avec vos clients autour de ça? Tout ce qui est droit d'auteur, sur tout ce qui est généré, en fait. Pardon. Alors, c'est une question plus juridique, je vais y répondre. Alors, aujourd'hui, en tout cas, il y a un consensus, on va dire, un peu partout dans le monde pour considérer que si vous avez un résultat qui est produit à 100% par un outil d'intelligence artificielle, il n'est pas protégeable par le droit d'auteur. En revanche, si, comme l'indiquait Eva ou Aristote, vous utilisez des outils d'intelligence artificielle pour produire des contenus, mais que vous avez eu un travail de création humain sur ce printing ou en tout cas ce travail de résultat par le biais d'un outil d'intelligence artificielle, on pourra éventuellement reconnaître une protection. Pour autant que le travail créatif soit humain, en tout cas, soit substantiel et donc permettre de reconnaître une création, on va dire. Voilà, donc ça va être une analyse au cas par cas. En tout cas, les premières décisions, alors en France, on n'a pas encore de décision sur ce domaine-là. Aux États-Unis, comme en Chine, on commence à en avoir. On peut reconnaître une protection, en tout cas, à la fois le bureau du copyright américain comme un tribunal chinois ont reconnu une protection par le droit d'auteur de contenus créés par des outils d'intelligence artificielle à partir du moment où on a démontré un apport créatif humain. Donc c'est pour ça que le prompting, en tout cas pour un scénario par exemple, l'intérêt c'est de conserver des preuves de votre travail, tant que en tout cas il n'y a pas une IA qui viendra de manière arbitraire, en tout cas modifier votre travail, mais de garder la preuve de votre travail pour démontrer cet effort créatif, c'est-à-dire que vous avez gardé un contrôle humain
avec une création. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas simplement demandé à l'outil de faire tout le travail et vous d'avoir simplement orienté. Il faut démontrer que c'est vous qui avez vraiment des idées et que vous avez demandé à la machine ou à l'outil de les mettre en forme. J'ai vu qu'il y avait d'autres mains qui se levaient. Ah oui. Bonjour et merci d'abord pour vos interventions. Moi, j'ai une question quand même qui m'intrigue. Je travaille sur le WISE, donc sur l'IA, mais au niveau international. Et on a présenté 3 films, un sur Jésus-Christ miséricordieux, un sur la tour de Babel et l'autre sur l'enfer de Dante. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Moi, je suis un pro de la créativité. Et je ne tiens pas à redevenir, comme dans le passé, remettre en place des structures très lourdes et administratives qui, au lieu de favoriser, le développement et les échanges culturels et environnementaux à l'échelle planétaire, vont les barrer, alors que partout ailleurs, je travaille en Australie et je travaille sur d'autres pays, les échanges sont très ouverts. Il faut faire très attention à ça, à ne pas bloquer les créatifs. Parce que les créatifs, c'est la source même de ce que deviendra l'IA. L'IA, ce n'est rien. On n'a pas peur de l'IA. D'ailleurs, j'étais avec Lelouch dernièrement, et Lelouch va faire son prochain film avec une partie de l'IA. Voilà. Alors, c'était plutôt une remarque qu'une question, mais qui effectivement rejoint ce que disaient nos intervenants, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des outils qui doivent contribuer à cette créativité et pas justement à l'inverse, standardiser et on va dire limiter ou niveler vers le bas la créativité. Est-ce qu'il y a une... Alors, on n'a plus que quand même minute. une mini-réponse en plus, c'est que certes, c'est un outil, mais c'est un outil dont l'impact écologique est colossal. C'est un outil qui s'est entraîné sur des bases de données et qui a volé pour l'instant une partie des contenus et qui donne au grand public, en tout cas je ne dis pas aux professionnels qui vont eux faire attention, sauf que la majorité, et je pense plus de 90% de l'utilisation de l'IA, ça reste du grand public, donc ils n'en ont rien à faire de la création. Donc là, oui, c'est un outil, mais c'est un outil qui est non éthique. Maintenant, effectivement, c'est pour ça qu'on essaie un maximum de faire attention. Néanmoins, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un outil dangereux. C'est dangereux et effectivement, alors tu parlais d'éthique, c'est vrai qu'on n'a pas encore un droit stabilisé et on aura encore besoin d'attendre, bien évidemment. En attendant, effectivement, ce qui peut être mis en place, c'est au sein des organisations, des entreprises, des chartes ou des process, mais qui ont en tout cas une connotation éthique, c'est-à-dire que là, on aura plus entrer ou questionner les enjeux ou les valeurs. On parlait de valeurs tout à l'heure, de la moralité aussi, et de savoir fixer la limite à quel moment on ne franchit pas, on va dire, une étape ou une autre. Alors, on arrive à la fin de cette intervention. Merci beaucoup Eva, merci beaucoup Aristote, c'était passionnant. Merci à vous. Merci Nathan. À bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci.